Bon alors attention, vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, 2021, 17 projets financés. Pas un de plus, pas un de moins, 17. Autant les 2 premières années, j'étais resté relativement sage, autant je crois qu'en 2021, j'ai pété une durite. Je me suis un petit peu laissé emporter, je crois que j'ai méchamment manqué de vigilance. Il faut bien le reconnaître, on est à la frontière de l'hôpital psychiatrique en 2021. Peut-être que c'est le fait de savoir que j'allais prochainement devenir papa, puisque ce fut le cas en 2022, peut-être que je me suis dit, tiens, je vais lâcher tous mes bifetons pendant que j'ai encore un tout petit peu de temps de libre. Bon, c'est évidemment pas ce qui s'est passé, vous vous en doutez bien, mais quand même beaucoup de projets financés. Je pense que c'est vraiment un point de bascule 2021. Je pense qu'on peut le dire, même si, vous le savez, si vous regardez les vidéos de récapitulatifs de nos bacs de l'année précédente, année après année, avec Xavier et avec Nix, bon, on pense tous réduire la voilure au fur et à mesure, et c'est vrai que chacun de notre côté, on back un peu moins à mesure que le temps passe. Mais 2021, oui, donc vous allez voir beaucoup de projets. Combien sont encore dans ma bibliothèque ? Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi sont-ils restés ? Sont-ils menacés ou pas ? On va en parler très bientôt. Donc voilà, je vous invite à préparer votre petit café, votre petit apéro éventuellement, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. On est sur internet, on sait pas à quelle heure vous regardez cette vidéo et ce que vous faites en même temps, bande de cochons. Et du coup, autant se lancer tout de suite. Alors je vous l'ai dit, 17 projets, donc il y a masse de petites icônes ici, bien évidemment. Ils sont pas classés par ordre chronologique du tout, c'est juste, je pense, par ordre alphabétique, j'imagine, mais même pas en réalité. Je sais pas comment c'est fait, c'est un petit peu aléatoire, alors que bon, visiblement, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Motorola. Bon, tiermaker.com, malheureusement, il y a des pubs. C'est le côté un peu négatif des sites d'utilisation gratuite, que voulez-vous, c'est ainsi. Le premier bac de mon année 2021, quel fut-il ? Suspense ! Eh bien, ce fut Radlands. Radlands qui avait eu sa campagne en tout début de 2021, janvier-février 2021, une courte campagne de 2 semaines. C'était porté par Roxley. Roxley qui est un éditeur que nous apprécions tout particulièrement à l'époque et aujourd'hui encore, Xavier et moi-même, puisque c'est l'éditeur de Dice Throne. Et oui, donc forcément un a priori plus que positif pour l'éditeur en question, sachant qu'en plus de ça, derrière Radlands, on retrouve aussi Manny Tremblay à la direction artistique. Alors il n'est pas seul, il est accompagné de, je crois, Damien Mamoliti, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, la patte artistique de Manny Tremblay est vraiment évidente de prime abord. Mais pour rappel, avant de lancer Radlands, donc on avait vu ici donc Dice Throne, c'est eux aussi qui avaient fait Brass ou encore Santorini, bref, ils nous avaient pondu quelques campagnes vraiment chatoyantes du côté de chez Roxley. Et donc Radlands, au-delà de cette DA si particulière, parce qu'on est vraiment sur une DA assez unique, alors certes les personnages font très Manny Tremblay, donc l'illustrateur de Dice Throne, dans un registre radicalement différent, on est plus sur du post-apocalyptique façon un petit peu Mad Max, on va dire, mais avec un côté hyper coloré, hyper chatoyant, que l'on retrouvera d'ailleurs un tout petit peu dans Wrath, la création originale de Manny Tremblay chez Cheap Theory Games, qui sortira d'ailleurs très prochainement en VF via Lucky Duck pour une de ses dernières localisations, si on en croit la dernière annonce. Pas la dernière bien évidemment, mais ils en feront beaucoup moins à l'avenir. Radlands, c'était donc un jeu de duel, donc exclusivement pour 2 joueurs, jusque-là si vous suivez, on est bon, pour des parties d'environ 20 à 40 minutes, pour 14 ans et plus. C'est l'œuvre de Daniel Pichnik, qui était derrière certaines cartes de Magic the Gathering, donc un mec qui avait un petit peu de bouteille pour ce qui est de la création de jeux de cartes, de duel bien évidemment. Sauf que là, on est sur un jeu beaucoup plus ramassé, 20-30 minutes la partie environ, ça peut potentiellement aller plus vite d'ailleurs, dans lequel on va avoir 3 bases que vous voyez ici, on va les drafter au début de la partie, et ensuite à partir de là, on a une seule ressource en réalité, enfin 2 si l'on veut. La ressource de base, c'est la flotte, il y en a très peu, dans un mode post-apocalyptique, bien sûr, la flotte est un peu au centre des débats, et notre deuxième ressource, si l'on veut, ce sont les personnages que l'on va pouvoir envoyer un petit peu sur le front, puisque c'est une lutte de clans de survivants post-apocalyptiques,
et on va chercher à protéger les bases que l'on a devant nous en fait, et pour ce faire on va envoyer donc des personnages, on va payer leur coût d'activation pour les envoyer sur le front, pour activer aussi leurs compétences, il y a beaucoup de cartes, même les bases elles aussi ont des compétences un petit peu particulières, un petit peu asymétriques, il faut imaginer plein de synergies au moment du draft pour se faire une sélection de camps qui marche bien les uns avec les autres. On va donc activer les compétences de chacun, on aura aussi des punks comme on appelle, donc en fait c'est un petit peu de la chair à canon, en fait c'est le verso des cartes de personnages, que l'on pourra poser de temps en temps comme ça, juste pour protéger un camp ou un autre personnage par exemple. Il y aura aussi des événements que l'on pourra activer sur une frise un petit peu parallèle, qui s'activeront au fur et à mesure. C'est hyper nerveux, c'est hyper facile à prendre en main, et surtout c'est hyper efficace, et c'est aussi, je pense, si mes souvenirs sont bons, le premier jeu Roxley qui utilisait cette technologie des synth cards, autrement dit les cartes en PVC de chez Roxley, avec en plus de ça une très belle édition. Si vous preniez la Super Deluxe, ce que j'avais fait, ouais c'était la Super Deluxe, j'avais peut-être upgradé, il n'y avait que Deluxe à l'époque, ok, j'avais pris la Super Deluxe, donc avec les 2 tapis de néoprène pour chacun des 2 joueurs, etc. Bref, le jeu est superbe, faut apprécier la DA qui est un petit peu particulière, un petit peu très coloré pour le coup, mais ouais, le jeu est vraiment super efficace, j'ai que du bon à en dire, et pour autant c'est pas un jeu auquel on joue si souvent que ça. Faut dire que je crois que c'était sur les 12 ou 13 premières parties qu'on avait fait avec Xavier, il n'en avait pas gagné une seule, donc il a eu un petit peu une, comment dirais-je, pas une overdose, mais il a saturé en fait, simplement. Il appréciait beaucoup moins Radlands que moi, parce qu'il n'arrivait pas vraiment à le prendre en main, à le maîtriser comme il l'aurait voulu, tout en reconnaissant les qualités intrinsèques du jeu d'ailleurs. Et donc pendant assez longtemps, il n'est plus sorti, hein, et donc on a recommencé à jouer un petit peu à Radlands de manière plus sporadique. Il a réussi à gagner 1 ou 2 fois par la suite, hein, quand même, mais ouais, ça reste un jeu que j'aime tout particulièrement, même si il ne sort pas si souvent que ça, et c'est vrai que notre amour peut-être pour Dice Throne fait que quand on a un jeu spécifiquement en duel comme ça, basé sur un jeu de cartes principalement, bah, on sort plus facilement Dice Throne qu'on ne sort éventuellement Radlands, qu'on apprécie vraiment beaucoup malgré tout. Et donc Radlands, vous l'aurez certainement compris si vous lisez un petit peu à travers les lignes dans mon discours, forcément il est encore dans ma ludothèque, et je dirais même qu'en réalité je le placerai très aisément en bonne pioche, voire même peut-être en excellent. Je dirais bonne pioche. J'ai pas envie d'accorder le statut excellent à trop de jeux, donc je vais me limiter à bonne pioche. On verra à la toute fin. Aujourd'hui il y a beaucoup de projets, donc je me permettrai à la toute fin de la vidéo de les reclasser éventuellement, de faire quelques ajustements si j'imagine que c'est pas nécessaire, mais que c'est préférable, on va dire. Donc pour l'instant, ouais, très clairement une bonne pioche. Radlands, si vous n'avez pas encore essayé, que vous aimez les jeux de duel à base de cartes, de synergie, de combos dans tous les sens, testez Radlands, vraiment unique visuellement, et très plaisant, très efficace, très facile à sortir en termes de gameplay également, donc ouais, grosse recommandation, hein, Radlands. Voilà donc pour le premier jeu, backé en 2021. Le second, il évoquera un petit peu l'histoire de France, hein, pas si lointaine, et pas si... j'allais dire pas si glorieuse, si, en l'occurrence glorieuse, mais disons sombre malgré tout, puisqu'il s'agit de Maki, que j'avais backé, donc c'était quoi, c'était en février-mars, un truc comme ça, de 2021, ouais, ça, février 2021, pour une seconde édition de Maki, ce jeu purement solo de placement d'ouvriers dans lequel on incarne des membres de la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale face à l'envahisseur nazi, avec différents types de missions qui nous seront proposées. On en aura toujours 2 que vous voyez ici, qu'on place en haut de la map, et à partir de là, nous, on commence avec 3 pécores, 3 résistants dans le café du coin. On va essayer de recruter d'autres résistants potentiellement, on va partir à la recherche de différentes ressources utiles nécessaires pour l'accomplissement de nos missions, mais bien évidemment à chaque tour il y aura aussi des patrouilles nazies, des patrouilles de la milice également. Enfin, la milice peut encore être plus facilement, comment dire, déjouable, on va dire, mais en revanche les soldats SS eux sont beaucoup plus amènes de nous flinguer très rapidement, on va dire. C'est un jeu hyper tendu, mais hyper facile à prendre en main, ceci dit, avec beaucoup de suspense, et puis c'est surtout très... comment dirais-je, c'est très thématique, donc on se retrouve assez facilement immergé dans le jeu, et c'est un jeu qui est vraiment efficace de ce point de vue-là, auquel j'ai joué, je pense, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de fois, avant de le prêter à quelqu'un,
et je sais plus à qui. Et cette personne visiblement ne s'est pas manifestée entre temps, puisque je n'ai jamais réussi à remettre la main sur le jeu, alors que clairement c'est pas un jeu que j'aurais revendu, parce que très récemment encore, hein, j'y ai repensé en me disant j'aimerais bien faire une partie, mais oui, mais je ne sais pas où est Maki, il n'est pas chez moi, il n'est pas vendu non plus, mais je ne sais simplement plus où il est. Donc David, hein, de Boom Boom Games, éventuellement, je sais que tu regardes de temps en temps les vidéos, si tu peux m'envoyer une nouvelle copie, je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur Maki, parce que c'était prévu en plus, c'était prévu, j'ai même fait un script en fait pour tout vous dire, je voulais faire une vidéo un peu particulière pour Maki, je voulais faire la partie filmée, et ensuite ajouter des commentaires très immersifs, comme si j'étais l'un des personnages, un des résistants de l'équipe en gros, pour narrer un petit peu les différents événements qui se déroulaient dans ma partie. Et j'avais vraiment un script qui me semblait cool, que j'avais écrit un petit peu, comment dirais-je, alors très très loin de moi l'idée de me comparer, bien évidemment, j'ai pas du tout les prétentions pour, mais un peu dans le style très oral façon Céline, vous voyez, et ça me semblait sympa, ça me semblait intéressant, mais au moment de faire la partie, je me suis dit où est mon jeu, et je ne sais plus. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, Maki, si vous aimez le solo, le placement d'ouvriers, la prise de risque, parce que bon, à chaque tour, quand on place nos ouvriers, on ne sait pas exactement, on peut déduire en partie, mais l'information est très très partielle, où vont circuler les différents membres de la milice ou des SS également dans les différents quartiers, mais il y a vraiment une grosse prise de risque. Donc en solo, pour des parties pas trop longues, même si mes souvenirs sont bons, sur 30, 40 minutes, ça peut être plus court aussi hein, si ça se passe mal, et c'est très peu cher. Donc si vous avez l'occasion de tester, si vous êtes amateur de solo, Maki c'est vraiment un très très bon jeu, que je placerai donc très aisément dans Bonne Pioche, même si, bah, vous l'aurez compris, actuellement je ne sais plus où il est, j'espère pouvoir remettre la main dessus, mais ouais, j'aimerais bien refaire une partie, ça m'a encore titillé très récemment, notamment quand j'ai préparé aussi cette émission, je me suis dit, ah c'est vrai que Maki, j'aimerais bien y rejouer. Pour moi, Bonne Pioche, j'hésiterai peut-être encore dans la ludo, parce que malgré tout, c'est pas un jeu auquel je jouerai très souvent, parce que, vous le savez, je suis pas un gros joueur de solo, mais celui-ci, il a le bon goût de ne pas durer très très longtemps non plus, hein, 30-40 minutes, donc je le mets quand même dans Bonne Pioche malgré tout. Maki, très très bon jeu si vous aimez le solo. Ensuite, troisième projet de 2021, il s'agit de Clash of Decks, l'un des projets donc de Léandre Proust, autrement appelé Ram Édition pour ce qui est du nom de sa boîte d'édition, l'ancien ou actuel, je ne sais plus, employé de Philibert qui a proposé plusieurs campagnes un petit peu atypiques sur Kickstarter, dans le sens où elles sont souvent gratuites ou en tout cas sous le modèle de Pay What You Want, donc vous payez ce que vous voulez, 1, 2, 3, 10 euros, 50 euros si vous voulez vraiment soutenir le projet, et vous mettez la main sur des projets un petit peu atypiques. Bon là pour le coup Clash of Decks c'était le premier, je crois que c'était issu du Philibert Magazine si mes souvenirs sont bons, et bien sûr qui dit pledge gratuit dit masse de contributeurs intéressés, 20 000 contributeurs derrière cette campagne, c'est un énorme score. Alors bien sûr c'est à pondérer puisque c'était un pledge gratuit, donc forcément qu'on est plus attiré, et moi aussi en fait, hein, je me suis laissé prendre par l'aspect très très peu onéreux de la campagne de Clash of Decks. Alors que fondamentalement c'est pas un type de jeu qui me charme outre mesure, je suis pas fan de la DA, c'est un jeu de duel de cartes un petit peu façon Magic, moi j'y ai jamais vraiment joué, donc je peux pas vraiment le décrire dans le détail, mais c'est pas un jeu qui m'attirait outre mesure, c'était quelques temps après Radlands qui me plaisait beaucoup plus visuellement et thématiquement, donc j'en entendais pas grand chose, et pour vous dire, on l'a reçu et pendant très 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 longtemps, on l'a pas sorti. Il est encore dans un tiroir ici, mais je pense pas qu'il ressortira pour autant. C'est juste que c'est pas vendable parce que le jeu était gratuit en l'état. Donc je me sens presque désolé pour Léon, parce que effectivement je me suis laissé prendre par l'aspect vraiment du coup gratuit du jeu, qui au demeurant était peut-être plus sympa que je ne l'imaginais, mais j'ai peut-être pas suffisamment non plus laissé sa chance à Clash of Decks. Par la suite, Léandre a recommencé à plusieurs reprises cette approche un petit peu particulière des Kickstarter, des campagnes Kickstarter, avec par exemple Acrylogic que j'avais backé aussi parce que pour le coup j'aime bien le Sudoku et j'en ai fait un carnet sur 2, j'ai pas fait le deuxième, mais c'était plutôt sympa aussi. J'avais backé aussi Micro, tiens il est toujours ici d'ailleurs, hein, Micro Hero, Hercule, auquel j'ai joué je crois 2 fois, j'ai trouvé ça sympa mais bon.
indispensable, on va dire. Et plus récemment, Morph, qui pour le coup avait pas vraiment pris. Une première campagne qui avait complètement raté, il en a fait une seconde qui avait financé, parce que du coup il était revenu à un modèle plus habituel, très très peu onéreux, le fameux Pay What You Want. Et donc, ce petit Clash of Decks, vous l'aurez compris, bon je vous l'ai dit, il est encore dans un tiroir, mais il prend la poussière. Donc en réalité, pour moi, bon, c'est erreur de casting. Je pourrais le mettre en vendu si j'étais en mesure de le vendre, mais c'est pas possible en réalité. Donc juste erreur de casting, j'aurais pas dû le prendre, mais on sait tous, je pense, laisser avoir une fois ou deux par ce genre de modèle de campagne, très très peu onéreux bien sûr. Après, ça fait un peu pledge de soutien aussi, j'ai quand même pas mis 0€, je crois que j'ai dû mettre 5€, quelque chose comme ça. Voilà pour nos Clash of Decks. Ensuite, on continue avec Vengeance, Roll and Fight, qui est une campagne de Mighty Boards, un éditeur chypriote, si mes souvenirs sont bons. Mighty Boards, on peut aller voir rapidement. Il n'y a pas l'adresse, il n'y a pas le pays sur le profil. Bref, c'est pas très important ça en soi, mais donc ouais, Mighty Boards, ils avaient proposé plusieurs campagnes vraiment sympas, depuis les 5-6 dernières années environ. C'est eux bien sûr qui avaient proposé Vengeance, dont est issu Vengeance Roll and Fight, c'est le même univers on va dire. C'est eux aussi qui avaient proposé Petrichor, un jeu dans lequel on incarnait la pluie. Vraiment unique, avec une belle DA. Xavier l'avait pris en occasion, on a joué une fois, on n'a pas été... Enfin, lui avait bien aimé, nous, les deux autres joueurs autour de la table, étions pas très très convaincus. Posthuman Saga, j'ai essayé, Excavation Earth m'attire pas, mais bon, pourquoi pas. Mais entre-temps, il y a aussi Hamlet, qui était un gros succès, même si les retours sont pas si dithyrambiques que ça. Fateforge, publié en français via Don't Panic, qui a plutôt de bons retours pour le coup. Rebirth, bien évidemment, chez Lucky Duck en français, qui a frôlé de ça l'As d'or en début 2026. Art Society pour la version deluxifiée, ou plus récemment aussi For the Gods par les créateurs de Chant d'honneur, avec cette fois-ci un jeu beaucoup plus thématique, avec des pouvoirs divins, etc., qui avait l'air vraiment cool. Je l'ai pas pris parce que c'est un peu trop abstrait malgré tout pour moi, mais il avait l'air vraiment sympa. Et très prochainement d'ailleurs, suivez, parce qu'ils vont proposer aussi la campagne de Yotei. Peut-être même que la campagne aura débuté au moment où cette vidéo sera postée, je sais pas encore exactement, mais c'est pas impossible. Un jeu japonais à l'origine, qu'ils localisent et proposent en fait au monde entier. Je pense qu'ils ont racheté les droits globaux du jeu. Il a l'air assez intéressant, et en plus de ça, il est assez joli. Donc ouais, Yotei à suivre. C'est le même mont Yotei que celui qu'on entreaperçoit dans Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, le jeu vidéo bien sûr. Et donc, Vengeance Roll and Fight, on reprend l'univers de Vengeance, donc le film de vengeance un petit peu façon Old Boy, un petit peu façon John Wick également, et on met ça dans un jeu de Roll and Write, on va dire. Roll and Fight, si vous voulez, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 15-20 minutes en réalité, 30, ça me semble un peu trop, je dirais plutôt 15-20 minutes, 14 ans et plus, avec un mode solo bien évidemment, dans lequel on va voir sa fiche de personnage, avec un petit personnage asymétrique que l'on aura aussi, et puis des tuiles un petit peu asymétriques parce que chacun des personnages aura ses propres spécificités, si mes souvenirs sont bons, et on va jeter un petit pool 2D au fur et à mesure que la partie avance pour activer les différentes compétences de notre personnage, un personnage qui va évoluer à travers différentes pièces, et vous voyez qu'au sein de ces pièces, il y a différents types de personnages adverses, donc des sbires d'un gang ennemi qu'il nous faudra défourailler, et en gros, chacun de ces types d'ennemis, je crois qu'il y en a 4 si mes souvenirs sont bons, a ses propres spécificités aussi, sont plus ou moins puissants, résistants, etc. Et donc on va se procurer différentes tuiles de compétences, on va défourailler du méchant dans tous les recoins avec différentes maps dans lesquelles on pourra évoluer, différents boss adverses également, ils seront d'ailleurs très très difficiles de vaincre ces boss. Si vous réussissez à faire toutes les salles, à en tuer un max, les boss eux-mêmes sont quand même assez difficiles à vaincre, à moins de se concentrer vraiment beaucoup dessus, mais auquel cas vous laisserez certainement plus d'ennemis dans les pièces adverses qui seront susceptibles de vous mettre à mal également. Il y avait 2 boîtes pour encore plus de variabilité, j'en avais pris qu'une seule, je crois que j'avais pris celle la première, l'épisode 1, et on y a joué plusieurs fois avec Xavier, j'en ai fait quelques parties en solo également, et c'était vraiment cool, c'est un bon jeu, Vengeance Roll and Fight, c'est vraiment cool, c'est un bon petit jeu en plus qui réinvente thématiquement en tout cas le Roll and Write, parce qu'on n'a pas l'habitude de jeux de Roll and Write dans ce genre de thématique là, loin de là, c'est souvent des jeux un peu plus chill qu'autre chose, et de ce point de vue là c'était assez unique, Vengeance Roll and Fight. Pour autant, depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler au passé, à l'imparfait pour être exact, parce que simplement, Vengeance,
Ben, il est vendu. Et je pense que je l'ai déjà mentionné dans le deuxième épisode de cette rétrospective, si mes souvenirs sont bons. Il y a quelques jeux vendus que je regrette un peu d'avoir vendus. Je pense que Vengeance Roll and Fight, je pense que je regrette un petit peu de l'avoir vendu, parce que j'aimais beaucoup le jeu. Mais je pense que si jamais je remettais la main dessus, je finirais par le vendre à nouveau malgré tout. Parce que Vengeance Roll and Fight, c'est un très bon jeu, mais quand vous jouez en multi, tout se fait en simultané. Sauf que c'est un jeu tellement cinématique en fait, hein. Vous passez d'une pièce à l'autre, vous faites une roulade, vous sautez sur le mur et vous abattez un mec d'un coup de sabre ou je ne sais quoi dans la tronche. Et vous avez envie que tout le monde regarde autour de la table qu'est-ce qui se passe en réalité, pour voir un petit peu les exploits de chacun, et pour vraiment profiter de l'aspect très narratif quasiment, narration émergente du jeu, et ben il faut que tout le monde un peu se concentre tour après tour sur ce que les autres font, sauf que c'est censé être du simultané, et si vraiment vous prenez le temps de regarder ce que tout le monde fait, bah ça va prendre beaucoup plus de temps que nécessaire. Du coup, Vengeance Roll and Fight, pour moi c'était plus du solo qu'autre chose, et j'étais à une période où le Roll and Write en solo, c'était pas le type de jeu qui m'intéressait le plus, mais j'en ai fait, je pense, une bonne dizaine de solos hein, sur celui-ci, et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, ça suffit, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est du solo, c'est très agréable, mais je préfère y jouer à deux, sauf que quand on y joue à deux, bah finalement on n'y joue pas vraiment en simultané, donc je préfère m'en séparer. Pour autant, Vengeance Roll and Fight, c'était vraiment cool. Donc c'était vraiment plutôt gratifiant, plutôt jouissif comme jeu également, de défourailler un peu de partout, d'activer des compétences un peu spéciales, d'imaginer visuellement, cinématiquement ce que ça pourrait donner. Ouais, vraiment très très sympa. Un bon petit jeu, ce petit Vengeance Roll and Fight, que je regrette un petit peu d'avoir vendu, même si au final, je pense que c'était une bonne décision malgré tout. On continue avec Micro Dojo, encore un tout petit jeu. 2021, c'était aussi la première année où je baquais des tout petits projets vraiment pas chers, donc comme Clash of Dax ou ce petit Micro Dojo qui lui aussi coûtait très peu cher, envoyé 5 livres, donc environ 7 euros. Un projet porté par un Anglais vivant aux Émirats Arabes Unis, je crois, ou au Qatar, je sais plus exactement. Et bien sûr, le petit prix avait aussi attiré pas mal de monde. Ça, plus le fait que ce soit un jeu à thématique japonaise, qui est quand même une thématique qui marche souvent assez bien. Près de 2000 contributeurs, un jeu pour 1 à 2 joueurs, donc un jeu en duel face à face, mais qui a également un mode solo en réalité, avec un matériel hyper cheap. C'est aussi pour ça que ça coûte très très peu cher. D'ailleurs, la première campagne, on a été livré dans une sorte de sachet plastique, quoi. C'était un petit peu vraiment réduire les coûts au maximum. Ensuite, il a eu droit à une boîte. Il a même été édité en français, je ne sais plus par quel éditeur. Mais c'était un jeu très très simple en réalité, où il y avait différents personnages, différentes tuiles en 3x3, donc 3 en hauteur, 3 en largeur, et on activait une tuile à notre tour. Il fallait déplacer aussi les personnages, on ne pouvait pas forcément activer ce qu'on voulait en permanence, etc. Pour activer différents types d'actions, choper différents types de ressources, et réussir à compléter des petites missions avant les autres pour gagner plus de points. Voilà, c'était assez simple, c'était plutôt malin, mais c'était pas non plus révolutionnaire, soyons honnêtes. Donc on en a fait, je sais pas, une demi-douzaine de parties avec Xavier, avant que je ne m'en sépare, malgré le fait que c'était un bon jeu malgré tout, hein. Donc Micro Dojo très peu onéreux, pour ce prix-là, vraiment pas de regret de l'avoir backé, mais pas de regret non plus de m'en être séparé. Et je crois que je l'ai vendu ou donné, je crois que je l'ai donné, parce que de toute façon vu le prix que c'était, il me semble que je l'ai donné à quelqu'un, mais je me souviens plus très bien. Bon voilà, si vous checkez éventuellement, il y a une extension entre temps aussi, peut-être qui a enrichi un peu l'expérience, renouvelé un peu l'expérience, mais c'était pas non plus, c'était pas un jeu qui cassait trois pattes à un canard tétraplégique du Grand Nord, vous l'aurez compris. On continue avec Keystone North America. Là bon, pas de surprise, en tout cas pour ceux qui connaissent la chaîne, qui me suivent depuis longtemps, Keystone North America, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'en avais même fait 2 ou 3 vidéos en solo, ce qui est rare sur la chaîne. C'est plutôt Xavier qui nous fait des vidéos solo, bon, pas si souvent que ça non plus en réalité, mais quand même. Et Keystone North America, c'était un petit peu un coup de cœur visuel avant tout, parce qu'à l'époque, Rose Gauntlet Entertainment, éditeur américain, eh bien, c'était son premier jeu. C'était pour autant pas des perdants de 3 semaines, hein. Ils n'étaient pas tout à fait nouveaux dans le secteur, ils avaient tous un petit peu d'expérience dans le milieu du jeu de société, mais ils fondaient Rose Gauntlet Entertainment donc en 2021 et proposaient comme premier jeu Keystone North America, un jeu qui vous propose, thématiquement, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un thème très profond, mais en gros, on va avoir un
tableau devant nous, vous voyez ici, hein, et une rivière de cartes, et chacun son tour, on va essayer de payer les ressources nécessaires pour aller choper la carte que l'on veut. Par exemple, si vous voulez la troisième carte, voilà ici, il faut d'abord payer 1 sur la première, 1 sur la deuxième, et la troisième, vous la prenez par exemple. Donc un gland, c'est le nom de la ressource, hein, j'y peux rien. Un gland sur chaque carte avant celle que vous voulez vraiment, et vous la placez sur votre cadran. Sachant que quand il y a des synergies d'icônes, vous pouvez aussi choper de nouveaux glands. Donc cette petite ressource. Et il faudra essayer de faire des colonnes et des rangées, on va dire des lignes, qui matchent non seulement en termes de biome, mais également en termes de petits numéros que vous voyez ici. Donc là, par exemple, cette personne-là, il n'a pas grand-chose. En vrai, là, pour le coup, c'est même pas, le jeu, parce qu'il y a du 5 par 5, alors que le jeu, c'est du 4 par 4, donc ça marche pas comme ça. Mais est-ce que je peux vous trouver un exemple éventuellement? Moi, j'ai pris la Deluxe, donc les tapis de néoprène, les plateaux un petit peu illustrés, on va dire, pour chacun des joueurs de manière différente. Est-ce que je peux vous trouver un petit how to play qui montre un peu comment ça marche? Pas si sûr que ça, en réalité. Ah voilà, ici. Donc on paye pour les cartes, on en prend une. Et vous voyez que la Bumblebee, elle fait partie de mes préférés, parce qu'elle a les 4 biomes, elle peut évoluer partout, et en plus, c'est une carte Keystone, avec ce petit logo ici, qui fait que vous allez scorer la ligne ou la colonne à laquelle elle appartient 2 fois en réalité, donc c'est vraiment une super carte, mais c'est le numéro 1, ça va de 1 à 5, donc le 1 et le 5, forcément, c'est les extrêmes, donc c'est pas forcément les chiffres que vous préférez avoir, mais elle est vraiment très très cool celle-ci. Là par exemple, ça match avec leur Artifox et avec cette carte aussi au niveau de la montagne, donc on prend 2 glands parce que ça match 2 fois. Et vous allez essayer donc de faire, je vous l'ai dit, des colonnes et des lignes qui matchent plutôt bien. Là par exemple, sur cette carte-là, enfin sur cette map-là, on a 1, 2, 3, 4. Théoriquement, ça marche, sauf que vous voyez qu'il n'évolue pas dans les mêmes biomes. Donc en fait, cette ligne-là, elle score pour que dalle en réalité. Par contre, celle du dessous, 2, 3, 4, 5, ça marche bien. Et ils ont tous le petit logo orange comme biome. Donc là, vraiment, ça compte. Ça fait donc 4 points secs. Plus, ici, il y a 2 petits jetons de recherche que vous pourrez aussi avoir de temps en temps. Donc ça fait plus 2. Et ensuite, il y a 2 cartes de Keystone. Donc ça scorera 3 fois au final cette ligne-là. Donc là, vous allez faire 4 plus 2, 6, plus 6, plus 6, donc on arrive à 18 points sur cette seule ligne. C'est un bon score sur une seule ligne, 18 points. Vous aurez aussi des objectifs secrets, et puis vous aurez aussi, surtout, un excellent mode solo que voilà, dans un petit carnet, et vous avez, je crois, 21, 22, 23, j'ai oublié, petits scénarios dans lesquels vous allez évoluer avec des petits points de règles qui vont changer, des prérequis également qui vont être différents d'une partie à l'autre, des cartes qui seront déjà placées, ou qui vous seront imposées, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment très très cool en solo, le jeu est très très chill, vraiment agréable, et même à 2, 3, 4 joueurs, il est vraiment cool, il est pas trop long, il est facile à prendre en main, très facile à expliquer également. Je crois qu'on avait fait un sujet là-dessus avec Nyx récemment sur un de ses podcasts, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être que c'était même chez nous avec Dylan, je ne sais plus exactement, où on parlait des jeux un peu refuge, des jeux doudou un petit peu, et pour moi Keystone figure vraiment dans cette catégorie. Entre-temps, Rose Gauntlet Entertainment avait aussi proposé une nouvelle version, une seconde édition avec une DA un peu différente, avec une boîte différente, qui s'accompagnait d'une extension. J'aurais bien voulu avoir l'extension, mais la DA était radicalement différente, donc il aurait fallu aussi que je prenne la seconde édition du jeu de base que j'ai pourtant. Je crois que c'était un move un petit peu bizarre, que j'ai pas trop apprécié, et du coup je n'y étais pas allé, même si j'aimerais beaucoup un jour tester l'extension de Keystone, bien évidemment, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc oui, bien évidemment, vous vous en doutez, Keystone, il est encore chez moi. Alors est-ce que je le mets en excellent? Non, parce que pour moi c'est vraiment un jeu refuge, un jeu doudou que j'apprécie. J'y ai encore joué en solo avant-hier, pour tout vous dire, hein. J'ai presque fini la campagne, avec les 22 épisodes je crois. Mais je le mets en bonne pioche. J'ai encore vraiment beaucoup de plaisir à le ressortir. Simplement, c'est pas un jeu qui figure dans mon top 10, top 20 non plus. Allez d'ailleurs checker notre top 50 en 5 vidéos différentes avec Xavier qu'on a fait en août dernier. Peut-être, si j'y pense, que je mettrai dans le coin en haut à droite de cette vidéo un petit renvoi vers celui-ci. Parce que Keystone mérite le coup d'œil. Vérifiez aussi sur la chaîne, j'avais fait 2-3 parties solo de Keystone qui vous donneront un aperçu un peu plus complet du jeu que ce petit segment. Donc ouais, Keystone, belle pioche bien évidemment, en plus belle surprise, c'est un primo éditeur et vraiment validé pour le coup.
On enchaîne avec un gros jeu, Scarface 1920. Scarface 1920, là aussi, primo-éditeur, Red Zen Games, un studio espagnol qui proposait donc Scarface, un projet ambitieux, avec de la miniature, avec un très beau matos de manière générale, avec beaucoup d'asymétrie sur du contrôle de territoire, mais pas seulement, gestion de ressources, développement de personnages, deck building, c'est un jeu qui mêle différents types de mécanismes en un seul. Pour un primo-éditeur, ce projet était vraiment ambitieux et il a été couronné de succès puisqu'on a 7420 contributeurs sur ce projet, sorti donc en juin 2021 sur Kickstarter. Il est d'ailleurs en français, même si je crois que l'extension ne verra pas le jour en français. Je ne sais plus chez qui c'était, Intrafin peut-être, j'ai oublié. J'avais pris le pledge à 99 que j'avais upgradé en Big Boss, je crois, à 139 dans le Pledge Manager. Je crois que j'avais pris quasiment le all-in via le Pledge Manager. Scarface, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu de contrôle de territoire, mais également de deck building, de gestion de ressources. En fait, vous allez incarner un des 4 clans disponibles. Il y en aura ensuite 6 via l'extension. Enfin, via une des extensions. Et avec ces 4 clans hautement asymétriques, eh bien, vous allez chercher à prendre le contrôle de... c'est Chicago? Ouais, c'est ça, Chicago. Dans les années 20, autrement dit, les années de la prohibition aux États-Unis. Il y a différents quartiers. Le plateau rappelle vaguement peut-être le dernier jeu de Lacerda, Speakeasy, même s'il est sorti avant Speakeasy en réalité, dans le sens où il y a différentes zones, et avec nos clans mafieux, on va essayer d'en prendre possession, on va essayer de construire différents types de bâtiments propre à la pègre locale, bien évidemment. On va chercher à refourguer de l'alcool, etc. Donc thématiquement, ça ressemble un petit peu à Speakeasy avant Speakeasy, mais chacun des personnages a donc son petit plateau individuel, avec un personnage asymétrique, un clan asymétrique, qui va pouvoir se développer au fur et à mesure de la partie. J'essaie de vous trouver une image un petit peu plus parlante. Voilà, c'est ici. Vous voyez qu'il y a des cubes que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. À mesure que vous débloquez ces cubes, votre personnage prend en puissance, vous le voyez ici avec les petits logos sur la gauche, mais également des petites compétences un petit peu uniques, encore plus que celles qu'il a de base. Et on part tous avec aussi un set de 7 cartes, je crois, hein, c'est pas volontaire, mais 7 de 7 cartes, qui seront, elles, pour le coup, à peu près identiques pour chaque gang. Et il y a une facette donc de deck building, puisque au cours de la partie, vous allez recruter toutes sortes de malfrats en tout genre, les cartes de associés que l'on voit ici, qui elles aussi ont différents types de prestige, on va dire, enfin prestige c'est un peu, c'est pas forcément le mot adapté, mais différents niveaux de puissance et qui vous apporteront différents types de bénéfices, on va dire. Vous voyez qu'ici il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et bien sûr des effets qui pourront s'appliquer lorsque vous jouerez cette carte la prochaine fois, des petites statistiques qui leur sont propres également, le tout pour accomplir des cartes de jobs, donc des cartes de petites missions personnelles, souvent assez puissantes, parfois assez contextuelles également, avec des effets parfois permanents, parfois instantanés. Il y a aussi des cartes de deal, donc des cartes qui vous permettront souvent d'aller stocker, de produire, que ce soit des munitions, de stocker de l'alcool, ce genre de choses-là. Et puis il faudra aussi gérer bien sûr les attaques de la police, avec la Elliot Ness que l'on voit ici. Il y aura des raids policiers une fois tous les, je ne sais plus combien de tours, qui pourront vous impacter en fonction de votre degré de, comment dirais-je, ça peut pas être prestige, mais de reconnaissance de la part des forces de l'ordre en gros quoi. Il y aura aussi des cartes de news, donc en fait c'est des événements qui vont impacter l'ensemble des joueurs et qui ne seront connus que lorsque la carte sera retournée. Il y aura aussi des cartes de bâtiments que l'on pourra construire, protéger, sur lesquels on pourra stocker différents types de ressources, etc. Qu'on pourra même upgrader là encore, le tout avec un super matos, vraiment hyper cool. Donc vraiment je vous le disais, un projet très très ambitieux. On avait aussi un mode solo plutôt bien foutu, mais un poil trop long pour moi en réalité. Mais ouais, très très beau projet, très très cool. On a fait, j'ai fait une partie, non, j'ai fait 2 parties en solo si mes souvenirs sont bons, et j'ai fait une partie avec Xavier. C'est peu, mais en même temps, vous voyez, pas de suspense, hein. Il est derrière moi depuis un certain temps sur la chaîne, donc vous le voyez très très souvent, vous savez qu'il est encore là. Donc, au minimum, encore dans la ludo. Mais si vous m'entendez vraiment parler de Scarface,
en réalité, vous savez que j'ai très, à minima, envie d'adorer le jeu. Envie, pourquoi envie? Pourquoi je dis pas que j'adore le jeu? Parce que j'y ai pas joué assez et qui prend la poussière, en fait. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à Scarface. On a joué qu'une seule fois à 2 joueurs, et 2 joueurs, c'est pas la configuration idéale, bien évidemment. C'est un jeu où il y a du contrôle des territoires, il y a théoriquement de la baston, mais à 2 joueurs, on n'est pas forcément très encouragé à faire de la baston, ça peut coûter très cher, et on peut en plus se foirer assez méchamment. Donc, disons qu'à 2, c'est pas forcément idéal. Il y a une extension qui est sortie par la suite, qui était censée corriger certains points un petit peu faibles du jeu de base, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, on verra comment elle est véritablement. Donc il est encore dans les dos, c'est sûr. J'ai envie de dire excellent, mais il sort pas, et je sais pas quand. On s'est promis avec Xavier de le sortir cette année à 3-4 joueurs. Donc, pour l'instant, je peux pas dire qu'il est excellent, je pense qu'il l'est, je subodore qu'il l'est, mais je vais le mettre dans bonne pioche. Et si j'étais plus honnête avec moi-même, je devrais le mettre dans Encore la Ludo, mais légèrement menacé, parce qu'il prend beaucoup de place, et il sort pas. Mais je sais que je l'adorerais, parce que mes 2 expériences solo me laissaient penser qu'il était vraiment bon. La partie qu'on a fait avec Xavier, tous les 2 on a beaucoup apprécié en réalité, on a beaucoup apprécié, mais on sentait qu'il était un peu sous-exploité. Donc je vais le mettre dans bonne pioche, et j'espère qu'à l'avenir, il confirmera toutes les promesses que j'entrevois en lui. Donc ouais, Scarface 1920. Ensuite, Hizuru, un projet japonais en roguelike, en coopératif pour 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, théoriquement. C'était un projet assez unique, c'est surtout pour ça que je l'avais chopé, parce que c'était un projet porté par un groupe d'auteurs et de personnages de l'édition au Japon, qui s'appelait Board Game Heroes. Ils se sont donné, ils se sont fait le pari, pendant une édition du Tokyo Game Market, de créer un jeu ensemble, sur lequel ils ont planché pendant quelques heures, quelques jours ensemble, et ensuite ils ont fait le développement du jeu par la suite, sur le long cours, on va dire, pour vous proposer donc Hizuru. Donc je vous l'ai dit, un jeu en roguelike coopératif, avec des personnages issus un peu de la mythologie japonaise, et ça semblait prometteur. J'étais pas fan de la DA, mais le fait de voir plusieurs, entre guillemets, grands noms du jeu de société japonais réunir leurs forces pour proposer un jeu coopératif qui semblait assez ambitieux sur le papier, ça semblait intéressant. Et le projet a pris beaucoup de retard, il y a eu des problèmes avec la livraison, le jeu était censé être en japonais et en anglais, et finalement quand je l'ai reçu, c'était quasiment que en japonais, il y avait quelques éléments en anglais, mais pas tous, pas en quantité suffisante. Surtout, il a été vraiment très en retard, hein. Il était prévu pour avril 2022, je l'ai reçu... Alors, j'ai reçu en 2022 ? Je doute, je pense pas que je l'ai reçu en 2022. Je crois que je l'ai reçu plus tard. Moi, je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Bref, on s'en fout. Mais j'ai l'impression que je l'ai reçu très tard pour le coup. Et surtout, il était buggé. Même eux, dans les dernières actus, ils disaient que bon, le développement, c'était un peu chaotique. Ils ont réussi à le sortir, mais assez rapidement, le jeu a été oublié, tombé dans les oubliettes. Même au Japon, on n'en parle pas du tout, hein. Vous le trouvez à la revente pour vraiment une bouchée de pain, quoi. Il part très facilement. Enfin, très facilement dans le sens... pour très peu d'argent en réalité, hein. Donc ouais, Hizuru, c'est un gros échec des créateurs. D'ailleurs, je crois que ce Board Game Heroes n'a pas fait d'autres jeux depuis. Un seul projet, voilà, c'est tout. Et oui, qu'il y a beaucoup de monde derrière, mais non, ça a vraiment pas bien vieilli ce projet, que j'ai jamais essayé. D'ailleurs, j'ai reçu 2 copies, je sais même pas pourquoi. Les 2 étaient bancales de toute façon. Et donc, Hizuru, vendu, bien évidemment. Je dirais même poubelle, tiens, parce que de temps en temps, hein, je sais que les gens aiment le sang, un petit l'odeur du sang, il faut mettre un ou deux jeux dans poubelle, vous voyez. Et là, je pense que c'est poubelle, parce qu'en vrai, c'est vendu, certes, parce que c'était de la poubelle, mais vraiment, le jeu était pété, je l'ai même pas essayé, j'étais un peu dégoûté par les actus, le développement un peu chaotique, etc., donc, ouais, non, poubelle. Voilà pour Hizuru. Dommage, parce que sur le papier, il y avait un peu de potentiel, il y avait pas mal de monde intéressant derrière, donc c'est vraiment dommage. On continue avec Flamecraft, qui était le second projet de Cardboard Alchemy sur Kickstarter, je crois. Avant ça, ils avaient fait Mission Catastrophe, suivi par Flamecraft, que on ne voit plus ici. Ah bah c'est parce que c'est... D'accord, quand on est sur la page
du jeu, on ne le voit pas dans autres projets, bien évidemment. Ensuite, ils ont proposé aussi Critter Kitchen avec la même illustratrice, Sandara Tang, qui depuis Flamecraft est devenue très populaire. C'est eux aussi qui, avant ça, avaient proposé... comment ça s'appelait déjà j'ai perdu le nom. Un jeu qui a été réédité, rethématisé, qui est sorti en français, ce qui s'appelle Andromeda's Edge. Son prédécesseur... j'ai perdu le titre, mais bon, ça n'a pas de grande importance. Mais c'était aussi Cardboard Alchemy à la base, si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, Flamecraft, un petit jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, hyper choupi, très familial en réalité, qui a eu un très beau succès. Vous voyez, près de 30 000 contributeurs, 2 millions de dollars d'engrangés, c'était vraiment un beau succès. L'ADA n'y est clairement pas pour rien. L'ADA de Sandara Tang a vraiment conquis beaucoup de monde, je pense. Et vous le voyez en plus de ça, un très joli matos. J'avais pris la version avec un tapis de néoprène qui loge dans la boîte, c'est pas fréquent non plus ça. Avec les pièces en métal qui plus est, c'était un petit jeu très facile, très abordable. 60 minutes la partie, 1 à 5 joueurs, c'est écrit 14 ans et plus, mais en vrai, 8, 10 ans et plus, 10 ans et plus, c'est tout à fait jouable également. Et simplement, chaque tour, on va placer son petit dragon sur une des échoppes du village, sachant que les échoppes, le nombre d'échoppes va augmenter au fur et à mesure que la partie se déroule. Les échoppes ont parfois, et parfois seulement, des petits pouvoirs spéciaux qui vont pouvoir être enclenchés lorsque vous y envoyez votre petit dragon. Vous avez aussi des emplacements de cartes pour enchanter en haut des cartes les échoppes, ou également des emplacements ici pour poser vos petites cartes de dragon que vous voyez ici. Vous avez votre miniature de dragon et vous avez des cartes de dragon que vous pouvez poser dessus pour choper par exemple des points de victoire, des nouvelles cartes de dragon artisans qui sont en fait des missions en réalité. Ce genre de choses là, choper des ressources, etc. C'est un jeu hyper mignon, très facile à prendre en main, très satisfaisant. En plus c'est très feel good parce que l'interaction entre les joueurs est exclusivement positive en réalité. C'est-à-dire qu'on va faire certaines actions qui vont bénéficier à d'autres en réalité. Alors certainement que parfois on va se choper des missions que l'on voudrait accomplir avant que le prochain ne le fasse, donc indirectement ça peut être de l'interaction négative aussi, mais c'est un jeu très feel good malgré tout, très mignon, très satisfaisant. Je pense que pour présenter le jeu de société moderne à des gens qui ne sont pas forcément très joueurs, et pour présenter un mécanisme comme le placement d'ouvriers par exemple, vraiment Flamecraft, c'est un très bon jeu, même si je sais que par exemple Nyx ne l'a pas beaucoup apprécié, dans le sens où il l'a trouvé un petit peu, comment dirais-je, inintéressant, on va dire, manquant de profondeur, ce que je peux comprendre, parce que ça reste un jeu très abordable, très entrée de gamme on va dire. Donc c'est même pas vraiment initié, c'est à mi-chemin entre initié et familial, on va dire. Donc je peux comprendre ceux qui trouvent pas ça formidable, mais c'est vrai que ça fait encore partie un petit peu de ces jeux doudous, un petit peu de ces jeux refuges, très faciles à présenter à des joueurs, des joueurs néophytes, on va dire. Et en plus de ça, il est vraiment très beau, donc en termes de présence sur table, il attire l'œil, il est vraiment charmant, donc ouais. En plus de ça, il était pas très cher, même si donc moi j'ai pris l'édition Flamekeeper, donc un petit peu deluxe, donc là beaucoup plus cher bien évidemment, mais ouais, un très bon jeu, Flamecraft, que je recommande à tous ceux qui voudraient faire essayer des jeux de société modernes, à des gens qui ne sont pas forcément très connaisseurs en la matière. Une très bonne pioche, très clairement pour moi. Flamecraft, bonne pioche. Là, on est sur un bon ratio pour l'instant. Je pense que c'est un petit peu indéniable. C'était une bonne année. Est-ce que ça va s'aggraver par la suite? On verra bien. Le prochain projet, c'est Unsurmountable. Donc, par Jason Tegmeyer, donc autrement dit, monsieur Barton Shy Games. À l'époque, c'était pas encore en VF, mais maintenant, beaucoup de jeux de Barton Shy Games sont édités par Matago en VF. Et ils avaient une nouvelle gamme qui s'appelait le Simply Solo. Donc des jeux qu'on joue uniquement en solo, et Unsurmountable c'était le premier ou le deuxième de la série, un jeu dans lequel on va simplement gravir une montagne, un peu comme son nom l'indique, en se basant sur un mécanisme de pose de cartes. C'est-à-dire qu'en fait on a des cartes qui ont un petit texte qu'on doit avoir appliqué, et un chemin qu'on va pouvoir apposer sur la table en connectant avec d'autres chemins qui nous permettent de monter jusqu'au sommet de la montagne. Mais bien sûr, pour ce faire, il faut appliquer à chaque fois le petit pouvoir qui ne va pas forcément être, aller dans notre sens. Donc c'est pas inintéressant, sur le papier, j'en ai fait 5-6, mais j'ai pas trouvé ça non plus vraiment essentiel. Je trouvais ça un petit peu
trop complexe pour le type de jeu que c'était en plus. C'est-à-dire que j'aime bien perdre le solo, j'aime pas quand un solo est trop facile, mais là vraiment je trouvais que c'était inutilement complexe et que ça me procurait pas vraiment de joie lorsque j'y jouais. Donc ouais, un petit peu décevant ce Unsurmountable, que j'avais pris à l'époque parce que Xavier et moi-même, on aimait beaucoup Baton Shy Games, on avait une période jusqu'en 2021 justement où on jouait beaucoup à Skulls of Sad Lake, autrement dit la crypte de Sad Lake en français. On avait beaucoup joué aussi à, comment ça s'appelait déjà c'était pas Megalopolis, mais un truc comme ça, un des premiers jeux, je pense un des jeux qui les a fait connaître, et certainement encore un des plus populaires de l'éditeur, mais ils ont tellement de projets que c'est un petit peu difficile de retrouver. Ils ont encore des projets aujourd'hui qui m'intéressent, mais les frais de port sur Kickstarter, quand vous n'êtes pas nord-américain, chez Baton Shy Games, c'est n'importe quoi. C'était pas Agropolis, c'était l'épisode d'avant, avant Agropolis, Sprawlpolis, voilà ça. Il a un titre différent en français, un jeu coopératif dans lequel on construit une ville un petit peu façon SimCity, et qui marche très bien, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué, il faudrait qu'on y rejoue d'ailleurs à l'occasion, un petit jeu sur un coin de table, comme tous les jeux Baton Shy Games de toute manière, hein, c'est toujours des jeux hyper petits, hyper compacts, dans un format voilà comme ça, simili-cuir, en portefeuille comme ça, très facile à transporter, c'était pas mal, mais très dispensable. Donc je m'en suis séparé, bien évidemment. Je crois que je l'ai donné, parce que là, encore une fois, c'est pas des jeux que tu revends véritablement vu la taille. Donc ouais, dommage, Unsurmountable, rendez-vous manqué. J'avais même pas envie de dire erreur de casting, c'est juste que bon, ça m'a pas vraiment plu. Mais j'étais pourtant un peu le cœur de cible, mais ouais, ça a raté quoi. Ensuite, Wild Serengeti, Bad Comet Games, éditeur coréen qui depuis s'est fait un nom. À la base, c'était pas vraiment le cas, ils avaient lancé Shaolia, Warring States, qui avait bien marché, et après ça, ils ont bifurqué vers une thématique nature, tout à coup, avec donc d'abord Wild Serengeti, ensuite Life of the Amazonia, et surtout celui qui les a fait, qui les a mis sous le feu des spotlights, on va dire, des projecteurs, c'est surtout Wondrous Creatures, qui a été localisé en je sais pas, une dizaine de langues, y compris le français via Super Meeple, qui a d'ailleurs annoncé hier, au moment où je m'enregistre en vidéo, que Shallow Sea allait également être localisé en VF chez Super Meeple. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également, parce qu'il a l'air d'être vraiment cool. Nix en avait dit beaucoup de bien d'ailleurs à l'époque. Et donc Wild Serengeti c'est leur second projet, et j'avais été charmé par la DA, et aussi par la thématique, puisqu'on partait dans le Serengeti, donc en Afrique, pour une réserve naturelle, avec des meeples absolument magnifiques. Les meeples sont vraiment très classe, qui rappellent vraiment fortement ceux de Uchiba Koya, l'éditeur japonais qui s'est spécialisé dans les jeux avec des meeples en bois hyper clean, hyper beau, très beau screen print. Même chose pour Wild Serengeti, d'ailleurs depuis ça a été confirmé, hein, What Bad Comet fait souvent des jeux avec des très beaux meeple screen print comme ça, donc c'est un petit peu similaire à Uchiba Koya en ce sens-là. Et donc vous aviez cette map du Serengeti justement, sur lesquels on allait ajouter, sur chacune des cases, hein, progressivement, des animaux à partir de ce petit sac ici, des animaux qu'on va ensuite devoir prendre en photo, entre guillemets, pour compléter des missions que vous voyez ici un petit peu sur ce grand rocher qui rappelle un peu le Roi Lion, mais aussi Everdell. Vous avez différents types d'actions également qui vous permettront d'aller choper un animal, de le disposer, etc. Et chacun d'entre nous, on va essayer de prendre des photos en modifiant la position des animaux sur les différentes cases, etc. C'était pour 1 à 4 joueurs, pour 30 à 100 minutes la partie, en compétitif, et c'était vraiment plus un puzzle spatial qu'autre chose. C'était pas inintéressant sur le principe, mais c'était très chaotique, parce que vous le voyez, vous avez des cartes de mission qui vont vous aider à scorer, et donc vous allez faire des actions, accomplir des actions pour modifier la position des animaux, pour en placer de nouveau, pour essayer de compléter justement une carte d'action, sauf que d'un tour à l'autre, avec les actions des autres personnages, des autres personnes autour de la table, eh bien c'est hyper chaotique, parce que chacun va déplacer des animaux, et donc ce que vous avez méticuleusement réfléchi et planifié 2 tours à l'avance peut être détruit en un claquement de doigts par une action en plus involontaire d'un autre joueur. Donc c'est, je pense, clairement pas le meilleur jeu de l'éditeur. Il avait vraiment beaucoup de charme, et en solo c'était plutôt sympa, parce que du coup c'était moins chaotique, mais à partir de 2 joueurs, je trouvais ça trop chaotique en réalité, et ça nuisait un petit peu au plaisir que je pouvais en prendre pour un jeu qui, au demeurant, pouvait pas mal me plaire, mais c'est aussi un des jeux
je vous l'ai dit lors des deux premiers segments de cette vidéo de rétrospective, jusqu'en 2021-2022, je continuais progressivement mon apprentissage de mes propres goûts en matière de jeux de société, et je pense que Wild Serengeti, c'est un des jeux qui m'a amené à penser que bon, les puzzles spatiaux, c'est pas forcément trop mon truc. Il y a eu d'autres tentatives par la suite, mais quand même, je sais désormais que, en tout cas, c'est pas mon point fort. Je peux apprécier ça, mais c'est pas un mécanisme dans lequel je me sens en zone de confort, on va dire, voilà, pour dire les choses clairement. Et donc, Wild Serengeti, vendu. Alors, vendu ou erreur de casting, l'un ou l'autre en réalité. Je dirais que ça restait un jeu agréable pour qui aime les puzzles spatiaux, mais pour moi c'était vraiment trop chaotique. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, lorsque j'ai présenté les critères ici, que erreur de casting, généralement, c'était vendu. Donc on va dire que... Ouais, erreur de casting quand même. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Wild Serengeti. C'est loin d'être le plus populaire de Bad Comet Games. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas édité en VF, si je ne dis pas de conneries. Et je pense qu'il y a des raisons derrière ce choix-là. Mais ouais, erreur de casting. Les puzzles spatiaux, c'était pas trop pour moi, et trop chaotique à mon goût aussi. Donc voilà, entre erreur de casting et vendu, on va dire. Ensuite, on continue avec Senjutsu. C'était peut-être l'un des jeux qui avait apporté un peu de reconnaissance sur la chaîne à ses débuts, puisque j'avais fait une vidéo concours pour gagner une copie de Senjutsu en collaboration donc avec Stone Sword Games, l'éditeur, parce que à l'époque, avant que je ne joigne l'agence de localisation pour laquelle je bosse en freelance, j'avais aidé Stone Sword Games à trouver un éditeur japonais. Parce que bon, Senjutsu, thématiquement, il fallait trouver une loca au Japon. On avait trouvé une loca en Chine, en France, en Espagne, en Italie, en Ukraine, en Pologne, en Allemagne, en Hongrie et au Brésil, mais pas au Japon. Bon, je vous épargne tous les détails, c'était un peu rocambolesque, mais j'ai trouvé un éditeur japonais qui a signé le contrat pour 1500 copies, si mes souvenirs sont bons, qui était intéressé par le projet, et qui nous a lâché après avoir signé le contrat. Et du coup, finalement, la version japonaise n'a jamais vu le jour, mais c'est quand même grâce à cette expérience que j'ai pu ensuite rentrer dans l'agence de localisation pour laquelle je bosse, parce que Stone Sword Games appartient à cette agence. Donc voilà, c'est un peu quand même un souvenir doux amer, on va dire. Senjutsu, c'était un jeu de duel, même s'il pouvait être jusqu'à 4 joueurs, mais fondamentalement c'est plus duel ou mode solo également, pour 20 minutes. Un jeu de duel de samouraï. On allait évoluer sur une map, mais plusieurs maps d'ailleurs, et chacun des joueurs autour de la table va incarner un samouraï différent, avec un petit peu d'asymétrie, de belles miniatures, beau matos aussi en plus de ça. Et donc on allait avoir un mécanisme de gestion de main assez poussé, puisque les personnages sont asymétriques, leur deck de cartes l'est aussi, et chacun de nos personnages a une stance, alors comment on pourrait dire ça, une posture, on va dire, parmi 3, plus ou moins offensive, défensive, que l'on va pouvoir modifier en déplaçant un petit anneau sur une carte propre à notre personnage. Vous voyez que c'est pas la même disposition pour les postures selon le personnage que l'on va incarner, donc c'est plus ou moins facile ou difficile d'évoluer de posture en posture. Et ensuite, il faut très très bien connaître ces cartes, et idéalement les cartes de l'adversaire pour vraiment profiter du jeu. Donc je pense que c'est un jeu qui n'a pas une super bonne réputation en réalité, sauf pour le solo. Le solo est plutôt loué en général, mais le jeu de manière générale n'a pas une si bonne réputation que ça, alors que les attentes étaient très grandes, parce que c'est un jeu qui demande peut-être trop d'investissement, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Il faut très très bien connaître son deck, les cartes ont des effets assez différents, variés, parfois multiples en plus de ça, des pouvoirs d'initiative également, donc il faut prendre ça en compte. Il faut connaître aussi les cartes de votre adversaire pour savoir imaginer ce qu'il va pouvoir faire, déduire en fonction de ce qui est dans sa défausse, quelles cartes il ne peut plus utiliser et donc lesquelles il peut encore utiliser. Donc potentiellement, ça peut être un vrai bon jeu si on se penche vraiment dessus, qu'on donne beaucoup de sa personne et de son temps à ce jeu. Mais nous, on était en tout cas pas trop dans cet état d'esprit lorsque nous avons reçu Senjutsu, que nous attendions tous les deux avec beaucoup d'impatience. Xavier et moi-même, je l'ai backé, je pouvais avoir une boîte gratuite, mais non, je l'ai backé en all-in. Xavier, pareil, je crois. Et on en a fait 2-3 parties. Xavier a, je crois, un petit peu joué en solo. Et depuis, plus rien, parce que, en fait, voilà, c'est un jeu qui demande trop trop d'investissement
pour véritablement pouvoir en profiter à son potentiel, son vrai potentiel, on va dire. Et c'est un petit peu dommage, ça correspondait pas forcément à mon profil, de ce que je cherchais de ce jeu. Je cherchais un jeu beaucoup plus facile à sortir, un peu façon Dice Throne, mais avec des mécanismes différents. Et il se trouve que, bon, il est potentiellement facile à sortir, mais pour vraiment en profiter et en ressortir toute la substantifique moelle de son potentiel, eh ben, il faut y jouer très très souvent, approfondir beaucoup le même personnage, etc. Et donc, ça matchait pas avec moi. Et donc, ben, Senjutsu, je dirais, erreur de casting pour le coup. J'en attendais beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit exactement ce type de jeu-là. Donc c'était bien et bien un jeu de duel, ok, mais je pensais pas que c'était un jeu comme celui-ci. Donc c'est moi en fait qui me suis trompé. J'aurais peut-être dû lire le livret de règles vraiment en profondeur avant de backer Senjutsu, que j'ai depuis revendu. Voilà. Je sais que Xavier, là encore, lui il a même pimpé, il a fait faire un insert 3D hyper bien foutu par une connaissance qu'on a ici au Japon, et il ne le lâche pas. Pour autant, je crois pas qu'il joue à Senjutsu même en solo, alors qu'il y a une campagne solo. Faudra que je lui demande, mais je crois pas l'avoir jamais entendu parler du mode solo de Senjutsu, alors qu'apparemment c'est le mode qui a le plus de bons retours, paradoxalement. Donc voilà, vous me direz éventuellement ce que vous en avez pensé, d'ailleurs de tous les autres jeux aussi, hein, si vous les avez joués, backés, etc., vous me le dites en commentaire, et vous me dites surtout ce que vous en avez pensé. Pour moi, Senjutsu, c'était un petit peu un mess pour le coup, hein, donc dommage. Et d'ailleurs, depuis, il faut dire que Stone Sword Games, il y avait des promesses qui, pour l'instant, prennent beaucoup de temps à être accomplies. Ils avaient sorti d'abord Hogs of Wars, qui avait plutôt pas trop mal marché, mais qui a été assez facilement oublié ensuite. Et surtout, il y avait Daimyo, qui c'était censé sortir en 2022-23 je crois sur Kickstarter, et finalement on l'attend toujours, en plus en collaboration avec Martin Wallace théoriquement, et finalement il est un peu enterré, j'ai l'impression, ce jeu. Donc je sais pas exactement ce qu'ils font maintenant, Stone Sword Games. Est-ce que c'était finalement presque un one shot ce petit Senjutsu? Dommage en tout cas. Donc ouais, erreur de casting pour moi. On continue, il nous en reste encore 5. Il faut que j'accélère, parce qu'après il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche, mine de rien. Alors, le premier de 5 derniers jeux, c'est For Glory. Un jeu qui nous propose de jouer avec des gladiateurs de la Rome antique. C'était le projet de Spielkraft Games. Alors contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n'est pas allemand, mais c'est bien américain. 2647 contributeurs pour cette seconde impression, qui s'accompagnait d'une extension. Et une seconde impression pour For Glory, et ça s'accompagnait de l'extension Champions, qui venait rajouter un petit peu plus de complexité, de profondeur au jeu. Je me suis laissé séduire parce que c'est un jeu qui avait plutôt bonne presse. Il avait très bonne réputation, et je pense que c'était pas début, non, remarque, c'était déjà, ouais, c'était plutôt fin d'année, hein, octobre 2021. Vous l'avez compris, hein, 2021, une année où j'ai beaucoup baqué, trop certainement, et je me suis lancé à voir parce que, tout simplement, il avait très bonne réputation. Sauf que, et là, ceux qui connaissent bien la chaîne me voient venir, For Glory, c'est un jeu de deck building. Et je l'ai dit ad vitam, non pas ad vitam aeternam, aucun rapport, ad nauseam sur la chaîne, que le deck building, quand c'est un mécanisme parmi plusieurs autres mécanismes d'un jeu, comme ça peut être le cas pour Dune Imperium, pour les ruines perdues de Narak par exemple, je peux tout à fait apprécier, surtout si c'est thématique, pas de problème. Mais quand c'est un jeu de deck building pur, c'est quasiment la seule mécanique d'un jeu, ben là, en général, j'apprécie tout de suite beaucoup moins, et c'est le cas de For Glory. Alors quand je dis c'est le cas, c'est pas le cas dans le sens où j'apprécie beaucoup moins, c'est juste que c'est quasiment la seule mécanique à l'œuvre dans For Glory. Et du coup, j'étais assez hype parce que je voyais beaucoup de bonnes notes, beaucoup de très bons retours, notamment de Board Game Co, qui est un créateur de contenu que je regardais beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant, même si j'ai toujours beaucoup d'estime pour lui. Et généralement j'ai des goûts qui s'alignent plutôt bien avec lui, il en disait beaucoup de bien, bon, je me suis dit pourquoi pas, il est très bien noté sur BGG, on y va, on essaye. Et, eh bien, For Glory, et c'est un peu avec embarras, avec honte que je vous dis ça, c'est le premier jeu dans mon histoire de backer que j'ai vendu avant même d'y jouer. C'est le premier jeu que j'ai vendu avant de le sortir de la pile de la honte, jusqu'à cette première occurrence, ce n'était pas la seule malheureusement,
Je n'avais jamais vendu un jeu avant d'y jouer. Pour moi, c'était impossible à imaginer. Bon, je me suis fié à l'idée, plus que je ne le voudrais moi-même. Mais ouais, For Glory, clairement, c'était une erreur de casting. Longtemps, pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans après sa réception, je me disais, non, je peux pas le vendre, il faut que j'essaie. Il a super bonne presse, apparemment, il est vraiment bon, même si c'est un pur deck building, il faut que j'essaye. C'est certainement le jeu qui pourrait me faire aimer. En plus, thématiquement, j'aime bien, même si visuellement, je suis moins fan. Et puis, bah, à chaque fois, j'avais pas suffisamment envie de le ressortir. Et on n'a jamais testé For Glory. J'ai dit à Xavier un jour, bon, je pense que après 2 ans, il est toujours pas sorti. Est-ce que ça te dérange que que je m'en départisse, même si on n'y a jamais joué jusqu'à maintenant? Il avait pas l'air d'être plus traumatisé que ça par mon idée, donc je me suis dit, bon, bah allez, on passe, on franchit le pas, et on vend For Glory, qui est donc parti avant même d'être testé. Donc oui, je suis tout honteux, tout penaud de vous le dire. C'est pas le seul, je sais qu'il y en a eu d'autres par la suite. Peut-être parce que c'est l'élément déclencheur qui m'a fait penser, ok, c'est acceptable de vendre un jeu qu'on n'a pas joué, c'est une erreur que j'ai faite. Pour autant, For Glory a une très très bonne réputation. Si vous aimez le deck building et que jouer en anglais ne vous dérange pas, parce que c'est pas en VF, et c'est quand même For Glory, il a très très bonne réputation, avec une thématique assez particulière. C'est juste que, ouais, clairement, c'était pas pour moi, et je regrette de ne pas y avoir joué, mais je préfère l'avoir vendu que de le conserver encore aujourd'hui, 3-4 ans après, sans le sortir. On continue avec Voyages 2021, c'est aussi la première année où j'ai backé du PNP, du Print and Play, hein, un type de jeu que l'on voit assez souvent fleurir sur Kickstarter, des jeux que vous devez imprimer vous-même, et vous devez vous procurer le matériel pour y jouer, ça va être des dés, un stylo, un crayon de papier, quelque chose comme ça. Et Voyages, c'était mon tout premier. Pourquoi ? Parce que déjà visuellement, ça présentait très bien. Qu'en 2021, on jouait encore pas mal à des jeux de Roll and Write comme Trek 12 par exemple avec Xavier. Et parce qu'en plus, c'était Postmark Games nous avait proposé, nous avait demandé d'en faire une vidéo, ce qu'on avait fait à l'époque avec Xavier. Je me souviens plus si la vidéo apparaît sur la page de la campagne ou pas. Je me souviens pas du tout, pour être tout à fait honnête. Mais on avait fait une vidéo de Voyages pour accompagner la campagne, d'autant plus que le jeu était disponible en français. Et il se trouve que le jeu marchait très bien. D'ailleurs, derrière Postmark Games, il y a quand même 2 créateurs assez connus du milieu. Matthew Dunstan, bon, Rory Muldoon peut-être moins, mais Matthew Dunstan, il a fait pas mal de jeux en Roll and Write assez connus, si mes souvenirs sont bons. Quelques-uns de leurs jeux, notamment Monumental, Elysium, ce genre de choses là. Et donc, c'était vraiment cool, Voyages, un jeu dans lequel vous naviguiez à travers les mers en lançant des dés pour définir la direction et le nombre de cases que vous allez devoir accomplir dans votre progression. Et avec les différents tours, vous allez choper des trésors, accoster sur une île, vaincre un autre vaisseau pirate, sur les choses là. Donc une petite aventure en l'espace de 15 minutes, quelque chose comme ça. C'est ici, un peu plus, 20-30 minutes pour 8 ans et plus. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment charmant. C'est un bon petit jeu avec, comme tout bon Roll and Write qui se respecte, du combo dans tous les sens. C'est-à-dire que vous allez faire une action qui va entraîner une autre action qui va vous permettre de cocher ici, ça, et ça va vous provoquer une autre action dans la suite. Donc c'était assez efficace. Par la suite, j'ai testé un autre jeu de Postmark Games en print and play également que j'ai trouvé meilleur, mais ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour une autre vidéo. Mais pour autant, Voyages c'était très cool, mais il a subi le même sort que beaucoup de print and play chez nous, à savoir que on n'y joue pas parce qu'il n'a pas de format physique, il n'est pas dans la ludothèque, il est dans une sorte de classeur imprimé et plastifié, mais comme il n'est pas dans la ludothèque visible, on n'y pense jamais, d'autant plus que le Roll and Write c'est pas non plus notre type de jeu préféré. Donc bon, comme c'est un print and play, c'est pas vendable de toute façon. Donc il est encore dans la ludo, mais je pense qu'on n'y rejouera pas, mais il prend pas de place, c'est pas très grave. Et on n'y rejouera certainement pas, parce qu'il y a un autre jeu de Postmark Games que j'ai backé en print and play également, que je trouve meilleur, et auquel j'aimerais bien rejouer pour le coup. Donc a priori, Voyages va rester, et c'est un bon jeu, vraiment c'est un bon jeu, si vous aimez le Roll and Write, allez-y, c'est cool, ça coûte pas cher en plus, donc vraiment pourquoi pas. Mais ouais, il ressortira vraisemblablement plus.
Ensuite, il nous en reste 3. Le premier, c'est un projet français, c'est Youssef Fari. J'en avais déjà parlé dans un autre segment de cette rétrospective pour mentionner Way of the Samurai et Spirit of Eden. Le projet de Youssef Fari, donc, me plaisait beaucoup de par sa DA, parce que ça me rappelait vaguement les univers un petit peu de Ghibli, mais également un petit peu Shadow of the Colossus. On en reparlera dans un autre segment de cette vidéo, toujours en rapport avec Youssef Fari d'ailleurs. Et c'était un petit jeu solo, purement solo, pour des parties d'environ 15-20 minutes, donc très facile à sortir. Et c'était un jeu dans lequel on va défendre notre forêt sacrée. On a donc 8 zones, 3, 3, 6, 2, 8, ouais ça, 8 zones à protéger, avec 3 esprits de la forêt qui nous accompagnent, puisqu'on a notre petite héroïne ici, et des armées de Goom, si mes souvenirs sont bons, qui sont envoyés par le King Asmoth, c'est le roi Asmoth, qui envoie ses Gooms envahir notre forêt, et on va devoir la protéger avec un mécanisme très astucieux de placement de dés. Vous voyez, on a 4 cartes ici, hein, chaque carte a différentes icônes sur différents chiffres de 1 à 6, et donc on lance 4 dés et on les répartit sur les cartes pour donc déplacer nos esprits, tabasser un Goom, protéger une zone, je ne sais plus s'il y avait posé un piège, quelque chose comme ça. Bref, différents types d'actions que l'on pourra entreprendre pour espérer donc venir à bout des 3 decks et donc l'emporter. Et Spirit of Eden, il était vraiment très très cool, je trouve qu'il était très joli, très facile à prendre en main, toujours très compact en plus de ça, donc ça c'est vraiment très agréable aussi, hein. Les jeux de Youssef sont toujours très compacts en règle générale. Et ouais, il était vraiment cool, il m'avait beaucoup plu. Et j'en ai fait, je pense, bien 20-30 parties à mon avis. Et depuis, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'y ai pas joué, hein, c'est vrai. Mais je le ressortirai encore avec plaisir. D'ailleurs, je crois que je l'avais prêté aussi à Xavier fut un temps, qu'il avait bien apprécié aussi, mais il préfère les solos un peu plus longs, un peu plus complexes que celui-ci. Mais ouais, un très très bon jeu, je trouve, que ce petit Spirit of Eden, qui fait bien évidemment encore partie de la Ludo, mais qui en plus devrait plutôt figurer dans la bonne pioche. Pour moi, c'est vraiment une bonne pioche, ce Spirit of Eden. Ensuite, on continue avec un autre projet français, celui-ci sur Ulule, c'était Dictopia, mon premier bac sur Ulule. Et oui, on vit au Japon, Xavier et moi, donc baquer sur Ulule, en termes de frais de port, c'est pas intéressant. Mais je me suis fait livrer chez mes parents, et donc à l'occasion d'un détour par la France, je me suis dit que j'allais prendre Dictopia et le récupérer chez mes parents. Il avait fait un beau succès à l'époque, hein, 688 contributions sur Ulule, c'est un beau succès. C'est un jeu de Subverti qui entre-temps nous a proposé pas mal d'autres projets qui ont généralement pas mal de succès, hein, faut être honnête. Est-ce que je peux trouver... Alors, où est-ce que je peux trouver... Je suis vraiment pas à l'aise sur Ulule. J'essaie de... Voilà, c'est ici, Subverti. Donc, 7 collecte sur Ulule. C'est un peu leur modèle de financement habituel, j'ai l'impression. Alors, Ulule est un petit peu lent. Alors oui, ils avaient proposé ensuite Biomos, qui était un peu moins marché, on n'en entend pas trop parler. Climato, pareil. Par contre, Symbiose, gros succès. Et Amarok, qui est sorti plus récemment, je ne saurais pas trop, parce que ça fait c'est pas beaucoup de temps qu'il est sorti. Mais apparemment, les retours sont plutôt bons. Donc les 2 derniers semblent être de beaux succès, et bientôt il y aura aussi les énigmes de Dictopia, donc dans le même univers que Dictopia justement, donc ça je vais surveiller avec attention, parce que, eh ben, Dictopia, j'aime bien. Alors c'est rare, parce que Dictopia en fait, en réalité, c'est un jeu de lettres que vous allez utiliser pour créer des mots, voilà. Et moi, en général, les jeux de mots, jeux de lettres, je suis une quiche. Et oui, comme quoi on peut être professeur de français et amené à manipuler quotidiennement des mots un petit peu chantiers, quoique remarque avec des étudiants au Japon, on est plus souvent dans du niveau débutant, intermédiaire, donc en réalité je perds plus mon français que je ne le maintiens, mais tout de même, je suis généralement assez mauvais. On peut être prof de français et mauvais à des jeux de mots, c'est pas les mêmes micro-mécanismes mentaux qui s'activent, et donc je suis assez nul. Mais Dictopia, j'aime bien parce que c'est un jeu de lettres, de mots, auquel on peut jouer plutôt bien et gagner, tout en étant mauvais au jeu de lettres. Parce qu'en fait, vous allez avoir, donc, je crois que c'est 7 cartes, sur chacune d'elles figurent 2 lettres, et sur chacune des lettres, un nombre de petits yeux qui lui sont attribués. Par exemple, ici, le C a 3 petits yeux, le I a un seul œil, par exemple, et au début du tour, on va devoir
simplement créer un mot le plus long possible, mais surtout on va devoir répondre à des missions. Ici par exemple, le mot qu'on crée doit être féminin. Alors quand je dis doit, non, en réalité les missions sont optionnelles, mais si vous réussissez à les accomplir, vous donne 2-3 points de plus. Donc là par exemple, censure, on a déjà 7 lettres, donc 7 points, plus 2 parce que c'est féminin, et par contre, la mission animale, non, parce que la censure n'est pas un animal. Donc là ça fait 7 et 2, 9, et au-delà de ça, la dernière carte de la pioche, donc la première qui est visible, vous donne aussi un nombre de yeux que vous devez essayer d'obtenir dans votre mot pour également scorer 2 points de plus, 3 points de plus. Pour le coup, ça j'ai oublié, ça fait un bout de temps. Donc la censure fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 yeux, donc il remporte aussi ce petit bonus de points pour les yeux. Et donc, même si vous faites un mot pas très très long parce que vous êtes une quiche en jeu de lettres, par exemple ici, je peux envoyer L, O, I, voilà, ça fait loi. C'est un mot féminin, ça vous fait déjà 5 points, donc les 3 plus 2. Potentiellement vous recomplétez la deuxième mission également, parce que c'est pas animal. Ça vous fait encore 3 points de plus, donc allez, 8, et vous avez le nombre d'yeux nécessaire, hop, ça vous rajoute encore 2, 3. Donc vous êtes potentiellement bon à un jeu, alors que vous êtes théoriquement assez mauvais pour les jeux de création de mots. Donc de ce point de vue-là, Dictopia, je trouve ça vraiment très cool. Et en plus de ça, Dictopia, à la base, je l'avais surtout pris pour le boulot, pour pouvoir faire jouer mes étudiants à Dictopia, donc faire créer des mots, aussi simples soient-ils, aussi courts soient-ils, mais justement, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, parce que le fait est que le jeu peut vous permettre de créer des mots assez simplement, parce qu'il y a toujours 2 lettres sur une carte, et en plus de ça, les missions font que vous pouvez créer des mots courts, mais scorer quand même pas mal de points, donc ça retire un peu pas mal de frustration que l'on peut ressentir quand on est mauvais au jeu de lettres. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas fan de jeu de lettres, qui n'est pas très bon à ça, ça peut être très agréable à jouer Dictopia. Donc bien sûr, on n'y joue quasiment jamais avec Xavier ou les autres membres de notre groupe de joueurs quand on fait une journée jeu, on va dire, mais c'est quand même un plaisir de sortir Dictopia avec mes étudiants, donc il est bien sûr encore dans ma ludo, je dirais bonne pioche si je prenais en compte l'aspect professionnel, parce que c'est principalement pour ça que je l'avais sorti, donc ça pourrait être valable, mais si je dois me situer en tant que joueur purement, et pas en tant que professeur de français, je mettrais qu'il est encore dans ma ludo, et que c'est un bon petit jeu, que j'aurais certainement pas baqué si je n'étais pas prof de français, mais qui s'est révélé être une bonne surprise malgré tout. Après, je pourrais pas le placer au même niveau que d'autres jeux qui figurent ici dans la bonne pioche, donc voilà. Encore dans la ludo, et je ne compte pas m'en départir, en plus de ça il prend pas de place, et en plus il est au bureau et pas ici, parce que je l'utilise jamais ici. Voilà pour Dictopia. Il reste un dernier jeu pour cette année 2021, il s'agit de 9 Minute Kingdom, qui était un petit projet de Hornet Games, dont j'ai pas entendu parler après ce projet-là. C'était, comme son nom l'indique, un jeu pour des parties de 9 minutes. Suspense, le suspense est intense, hein, il faut suivre. Hein. 9 Minute Kingdom, 9 minutes, c'est bien pensé. C'est une belle machine. 9 minutes de jeu. En réalité, c'était jamais vraiment 9 minutes quand on jouait avec Xavier, hein. C'était toujours un poil plus long que ça. Pour des parties de 8 ans et plus, pour 1 à 5 joueurs, dans lequel on vous propose de créer votre royaume en 9 minutes. Suivez un petit peu, s'il vous plaît. Avec des cartes. C'est-à-dire que vous allez choper des cartes sur lesquelles il y a différentes régions et différents chemins pour connecter un petit peu les différentes régions de votre royaume, comme ceci, voilà. Et après, on va faire des zones, une grosse zone rouge, une petite zone bleue, au sein desquelles il y a des châteaux, ou des fortifications, toujours des églises, sur les choses-là. Et bien sûr, en fonction de la taille de la zone et des bâtiments qui sont à l'intérieur, eh bien, on va scorer plus ou moins. Il y a des objectifs communs aussi, par exemple, qu'on va pouvoir essayer de compléter avant notre adversaire pour scorer plus de points, etc. Et ça coûtait pas cher, hein. Si mes souvenirs sont bons, à 11$. Et en plus de ça, il promettait plein de modes de jeu différents dans ce petit 9 Minute Kingdoms. Je crois qu'il y avait 5-6 modes différents de jeu, c'était vraiment pas cher, c'était dans une boîte très très compacte, ça coûtait que dalle. Xavier et moi-même, tous les deux, on s'est laissé séduire par 9 Minute Kingdom. Sauf que bon, on y a joué du coup 3-4 fois, et que bon... j'ai sans doute exagéré un petit peu pour faire un petit peu de sel dans la vidéo, mais ouais, poubelle, 9 Minute Kingdom c'était vraiment pas intéressant. Les jeux où on doit créer son petit royaume, son petit village, je ne sais quoi, thématiquement c'est un truc qui me parle bien, mais là c'était un peu bordélique, c'était pas joli, le matos c'était vraiment pas beau non plus, c'était pas très qualitatif, en même temps ça coûtait que dalle, donc ça peut se comprendre, mais
En plus de ça, le gameplay n'était pas très fun. On n'a pas trouvé ça vraiment très engageant, vraiment gratifiant ou enthousiasmant. Donc tous les deux, on s'est séparés très très rapidement de 9 Minute Kingdom, sans regret aucun. Et donc voilà, ça fait 17 jeux en 2021. Bon, je trouve que je m'en sors pas trop mal, même si au final il y a, je pense, pas loin de la moitié qui est soit parti, soit encore là, comme Clash of Decks, parce que j'ai pas le choix de le garder, c'est le truc qui est gratuit, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu compliqué. Est-ce que je fais une auto-modif Ouais, je vais quand même mettre Radlands en excellent, malgré tout, parce que on y a quand même beaucoup joué. J'aimerais bien y jouer un peu plus souvent, mais je le vois pas. J'hésite encore un petit peu en vrai. Hein. Est-ce que je le mets en bonne pioche? Est-ce que je le mets en excellent? Parce que si je mets Radlands en excellent, faut que je mette Scarface en excellent, alors que j'ai pas encore le recul pour. Ouais, non, je vais rester comme ça. Bonne pioche. Radlands, Maki, Keystone, Scarface 1920, Flamecraft et Spirit of Eden, sachant que Scarface et Radlands, j'aimerais bien les mettre ici. Radlands, pas assez de parties récemment. Je pense qu'on a joué bien 15-20 fois quand même, hein, mais on n'y joue pas assez souvent pour que vraiment je le place dans excellent. Scarface, je sais qu'il a le potentiel pour être dans excellent, mais on n'y a joué qu'une seule fois à deux, c'est pas la configuration idéale. Et je joue 2 fois en solo, mais pour le solo, c'est pas mon truc, des parties aussi longues, avec un automate un peu complexe, un peu chiant à gérer. Donc je le mets en bonne pioche, en attendant de pouvoir y rejouer à 3 joueurs, à 4 joueurs, avec l'extension aussi. Donc pas de excellent cette semaine, donc dommage. Mais quand même, globalement, je m'en sors plutôt bien, avec de belles trouvailles comme Radlands, Scarface, Keystone, Flamecraft, ou encore The Spirit of Eden par exemple. Et puis même Dictopia, voilà, qui sont très très cool. Je regrette un tout petit peu d'avoir vendu Vengeance, mais le reste, effectivement, quelques petites déceptions aussi. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, pour les 2 segments précédents de cette vidéo de rétrospective, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est de votre côté pour cette année 2021, combien de projets vous baquez, éventuellement si vous avez le temps, détailler la liste des projets que vous avez baqués, et puis dites-moi, est-ce qu'ils sont encore là ? Pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils ne sont plus là. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la vidéo, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite, l'année 2022, ai-je baqué moins, ai-je baqué plus, et les jeux sont-ils restés, ai-je affiné mes goûts suffisamment pour qu'il n'y ait plus de départ une fois que les jeux sont réceptionnés. Le suspense n'est pas très ténu, hein. Je pense que vous aurez imaginé que non, forcément il y a encore toujours des erreurs bien évidemment. Mais on en reparle très prochainement donc. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!